Merci de nous rejoindre sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Les manifestations en Algérie ont retrouvé l'affluence du début du mouvement pour le 16e vendredi de mobilisation. Manifestation à la suite du report des élections ce dimanche et les critiques du dernier discours d'Abdelkader Ben Salah. 18 mois après son élection à la tête du Libéria, George Weah doit faire face à la rue. Ils étaient plusieurs milliers à manifester à Monrovia contre notamment la hausse des prix. Et puis le mondial féminin de football a démarré en France. Nous nous pencherons sur les chances ou non des 3 équipes africaines, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Cameroun. C'était donc le 16e vendredi de manifestation en Algérie, le premier depuis la fin du Ramadan et à la suite de l'annonce dimanche dernier du report des élections. Les Algériens ont bravé la chaleur et on a vu, comme lors des premières semaines, les grandes villes du pays noires de monde. Je vous propose d'écouter les manifestants dans les rues d'Alger. Nous voulons libérer notre pays. Ils nous ont fait du tort. Ils nous ont déshonorés. C'est la règle du scandale, c'est la règle de la mafia. Ils se fichent de nous laisser mourir. Nous sommes morts ici, nous sommes morts. Nos demandes sont claires. Nous voulons que les représentants de l'ancien régime partent et qu'un nouveau groupe de représentants se présente. Un groupe que nous pouvons accepter, un groupe qui provient du peuple. Et on va revenir sur cette journée avec notre correspondant Monsef Aïd-Kassi. Les Algériens sont sortis par centaines de milliers demander une transition démocratique sans les figures du système actuel, faisant bien évidemment allusion au président par intérim Abdelkader Ben Salah, au Premier ministre Nourdine Bedoui, à toutes les figures du système qui font partie, vous le savez, de l'entourage d'Abdelaziz Bouteflika. Donc vous avez parlé de cette chaleur parce qu'effectivement il a fait très chaud et puis beaucoup ont misé sur un essoufflement du mouvement populaire pour ce vendredi à cause de la célébration de l'Aïd, vu que les gens sortent généralement d'Alger pour aller rendre visite à leur famille. Mais non, il ne s'est rien passé de tout cela puisque les Algériens sont sortis dans toutes les villes du pays, impossible de toutes les citer, Est, Ouest, Nord et même Sud, pour revendiquer une transition démocratique loin des figures du système. Alors, juste une précision, il est vrai qu'une des revendications du mouvement populaire était l'annulation de l'élection présidentielle, chose qui a été faite, mais les figures du système sont toujours là. Aujourd'hui, les gens sont sortis et refusaient ces figures-là du système. Au Libéria également, ils étaient plusieurs milliers de personnes à s'être rassemblées dans les rues de la capitale, Monrovia. Il s'agit des premières manifestations depuis l'élection de l'ex-footballeur George Weah. Les manifestants ont dénoncé la hausse des prix et notamment également la corruption. Les explications de Clément Bonnereau. Dans les rues de Monrovia, la colère et la frustration. Réunis devant le Parlement, ces manifestants dénoncent l'inaction des pouvoirs publics face à la hausse des prix. Une situation devenue insupportable pour des dizaines de milliers de personnes. Nous sommes là pour sauver notre pays de la faillite, de l'inflation et de toutes les difficultés auxquelles nous faisons face. Il est temps d'agir et de mettre fin à l'impunité. Ces derniers mois, l'inflation a atteint un niveau record au Libéria, 23,3% en avril. En cause, l'envolée du taux de change qui a atteint 200 $ libériens pour $1 américain. Autre source de colère dans le pays, les affaires de corruption qui se multiplient au plus haut niveau de l'État. Sur cette pancarte, une femme appelle le président George Weah à rendre 16 milliards de dollars libériens, imprimés par la Banque centrale fin 2018, mais qui n'ont depuis jamais été mis en circulation. Élu il y a 18 mois, l'ancien footballeur avait justement promis plus de transparence dans le pays. Jeudi, il se disait prêt à écouter les revendications, mais appelait l'opposition à manifester dans le calme. Vous pouvez vous exprimer comme bon vous semble, mais soyez prévenus que les insultes et l'incitation à la violence ne seront plus jamais tolérées par mon gouvernement. La communauté internationale, de son côté, s'inquiète d'une résurgence des violences, alors que le pays reste hanté par une guerre civile qui a fait 250 000 morts entre 1989 et 2003.
À sa propre initiative, le Premier ministre éthiopien se positionne en médiateur dans la crise soudanaise. Abiy Ahmed est arrivé à Khartoum ce vendredi et il a rencontré dans un premier temps le chef du conseil militaire et ensuite il a rencontré des leaders de l'opposition. Et Mohamed Esmat, un de ces leaders, a immédiatement été arrêté après cette rencontre. Cette médiation éthiopienne intervient alors que l'Union africaine a, elle, suspendu le Soudan jusqu'à l'établissement d'une autorité civile de transition. Et en Mauritanie, c'est parti pour 2 semaines de campagne électorale. Arrivé au pouvoir par un putsch en 2008, élu en 2009 et en 2014, le président Mohamed Ould Abdelaziz a donc effectué 2 mandats et il ne se représente pas. 6 candidats sont en lice pour lui succéder et ça devrait être la première présidentielle, une première passation de pouvoir pacifique dans le pays. Alors quelles sont les forces en présence? Les détails avec Sarah Sako, notre correspondante dans la région. Le top départ est lancé pour les 6 candidats. Du côté du pouvoir, c'est le général à la retraite, Mohamed Ould Ghazouani, qui porte les couleurs du parti. Ce très proche du président Aziz a occupé les plus hautes fonctions de chef d'état-major à ministre de la Défense. Face à lui, l'ancien Premier ministre, Sidi Mohamed Ould Boubacar, qui lui a reçu le soutien de la principale formation d'opposition, le parti islamiste Tawassoul. Le militant anti-esclavagiste Biram Da Abeid fait également partie de cette course à la présidentielle. Lui avait déjà participé au scrutin de 2014, un scrutin largement boycotté par le reste de l'opposition. Autre candidat, celui de la gauche, Mohamed Ould Maouloud, qui est à la tête d'une coalition d'opposition. Enfin, le journaliste Baba Hamidou Kane et un nouveau venu de la politique mauritanienne, Mohamed El Wavi, participent également au scrutin. La pré-campagne a été marquée par des tensions entre pouvoir et opposition, celle-ci accusant la commission électorale, la CENI, d'être partisane et peu représentative. Les candidats ont jusqu'au 20 juin, soit 2 jours avant le scrutin, pour faire campagne à travers ce vaste pays. S'il y a un deuxième tour, il se tiendra le 6 juillet prochain. Une épidémie de dengue frappe la Côte d'Ivoire. 130 cas ont été détectés depuis le mois de mai. Pour endiguer l'épidémie, les autorités sanitaires mènent une campagne de démoustication, notamment à Abidjan où se sont déclarés la majorité des cas. Camille Povarel. Ces larves de moustiques ont été récupérées dans l'eau stagnante d'un pneu usagé. Les agents de santé envoyés par le gouvernement ivoirien anéantissent les niches de ces insectes qui raffolent du sang humain. La pulvérisation d'un produit tuant les larves dans les lieux les plus à risque, voilà la principale action du gouvernement pour anéantir les moustiques. C'est une très bonne chose parce que ça nous permet de détruire les vecteurs, n'est-ce pas, de ces maladies, notamment le paludisme, la dengue. La dengue s'attrape par la piqûre d'une femelle moustique, elle-même contaminée par une personne porteuse du virus. Depuis le mois de mai, 130 cas et 2 décès ont été recensés dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Présentement en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de vaccin contre la dengue, nous n'avons pas de traitement spécifique. Donc notre seul moyen de lutte efficace, c'est bel et bien la lutte contre le moustique. Fièvre brutale, douleurs musculaires et vomissements sont les symptômes les plus répandus de cette maladie surnommée le grand frère du paludisme. Moins meurtrière que ce dernier, qui a entraîné 435 000 décès en 2017 dans le monde. En République démocratique du Congo, la barre des 2000 personnes ayant contracté le virus Ebola a été franchie. L'épidémie s'est déclarée il y a près d'1 an dans l'est du pays. Plus de 1000 personnes en sont mortes. Mais les autorités se félicitent tout de même d'avoir pu contenir l'épidémie dans le Nord Kivu et l'Ituri sans que des cas ne soient signalés dans les pays voisins. La garde à vue d'Ahmad Ahmad a été levée. Il a été relâché sans aucune poursuite. Le président de la Coupe d'Afrique, de la Confédération africaine de football, avait été interpellé dans le cadre d'une information judiciaire pour corruption, abus de confiance et faux et usage de faux. En cause, la rupture d'un contrat avec Puma au profit d'une autre société française fournissant, elle, du matériel Adidas. Et football toujours, mais dans un tout autre domaine. Le mondial féminin de football a donc démarré en France et il y a 3 équipes africaines en compétition qui démarreront leur phase de poule dès ce samedi. L'Afrique du Sud affrontera l'Espagne. Les Super Falcons nigériennes rencontreront la Norvège. Et lundi, le match à suivre, c'est Canada-Cameroun. Alors, présentation des équipes avec ce sujet de nos confrères de l'AFP.
Ce sont les plus expérimentés et les plus titrés. Les Super Falcons du Nigeria ont participé à toutes les Coupes du Monde féminines et dominent le foot africain depuis près de 30 ans avec 11 titres continentaux. Mais sur la scène mondiale, elles n'ont atteint qu'une fois les quarts de finale en 1999. Coachées par un sélectionneur suédois depuis 2018, elles vont en France pour faire mieux, malgré un groupe relevé où figurent le pays hôte, la Corée du Sud et la Norvège. On veut sortir des phases de groupe et ensuite on verra. Il nous fait jouer en 3-5-2 et je pense que c'est la meilleure formation pour nous. Je pense que c'est bien mieux pour l'équipe. Pour le Cameroun, c'est la deuxième qualification en Coupe du Monde. Elles ont atteint les 8e en 2015 au Canada et espèrent faire encore mieux si elles sortent d'un groupe à leur portée avec la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Canada. Leurs adversaires sont prévenus, les Lionnes indomptables ont faim. On travaille très dur justement pour pouvoir aller le plus loin possible et ramener la coupe ici. Comme toute lionne qui va en brousse, on va chasser. On va chasser et nous sommes sûrs de remporter, ramener les proies. Parce que la lionne, quand elle va, elle ne rentre pas dans les mains vides. L'Afrique du Sud enfin jouera en France sa toute première Coupe du Monde. La partie s'annonce compliquée dans un groupe difficile avec l'Allemagne et la Chine, deux grandes puissances du foot féminin, et l'Espagne. Mais les Banyana, les filles en langue Sesotho, sont tout de même vice-championnes d'Afrique et comptent dans leur rang celles qui ont été élues respectivement meilleure coach et meilleure joueuse africaine en 2018, la sélectionneuse Désirée Ellis et l'attaquante Thembi Katlana. Aujourd'hui, on est bonne. Demain, on sera meilleur et le jour d'après, on sera génial. Donc oui, les gens disent qu'on est dans un groupe de la mort, mais d'ici à la Coupe du Monde, on sera meilleur en tant qu'équipe et elles ne sauront pas à quoi s'attendre. On a fait un très bon résultat à la Coupe d'Afrique, même si là, on sait que ce sera un ou deux niveaux au-dessus. Mais en y allant avec la même attitude, le même engagement, la même discipline, on peut être au niveau. Aucune sélection du continent, masculine ou féminine, n'a dépassé les quarts de finale d'une Coupe du Monde. L'objectif peut sembler lointain, mais ces trois équipes sont bien décidées à porter haut les couleurs de l'Afrique. Et c'est la fin de cette édition africaine. Merci aux équipes en régie, à Célia, Maïmouna, Siam, Sabrina et Naïma pour la préparation de cette édition. Je vous retrouve lundi pour un nouveau journal de l'Afrique et mardi, édition spéciale avec Myriam Amellal depuis Kinshasa, avec reportages et rencontres en plein cœur de la capitale congolaise. D'ici là, restez sur France 24, l'info continue et on se quitte avec les images de la Dakar Fashion Week.